Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer par remercier très très chaleureusement le collectif des Maliens de la région Rhône-Alpes pour cette invitation. J'en suis extrêmement honorée et heureuse. Je remercie plus particulièrement messieurs Amara et Samake. Et également M. Connet pour l'organisation de ce débat. J'en suis très heureuse parce que je suis anthropologue et mes recherches m'ont amenée au Mali de nombreuses fois depuis 2007. En fait, je travaille sur les politiques d'expulsion des étrangers en situation irrégulière et je travaille cette question par un angle un petit peu particulier ou inhabituel peut-être. En tout cas, si l'on se situe du point de vue de nos États occidentaux qui expulsent habituellement des étrangers, hein, c'est que j'essaye de voir ce qui se passe après l'expulsion, ce que deviennent les gens une fois qu'ils rentrent dans leur pays, ou qu'ils sont aussi parfois renvoyés vers un pays qui n'est pas le leur. Et j'essaye aussi de voir, d'observer, d'analyser les formes d'organisation collective qui suivent cette séquence souvent dramatique que représente l'expulsion. Et ce qui m'a amené à conduire ce travail, c'est tout d'abord une rencontre avec une association que j'espère certaines et certains d'entre vous connaissent déjà. C'est l'association malienne des expulsés, dont j'ai entendu parler pour la première fois en 2007, au beau milieu de la campagne présidentielle, dans laquelle, si vous vous en rappelez encore, le candidat Sarkozy avait fait de la mise en place d'un quota chiffré d'expulsion un des grands enjeux de sa campagne. Donc il y avait tout un débat politique qui s'est noué autour de cette question. Tristement, à l'époque, ces mesures suscitaient encore du débat, suscitaient encore de l'indignation, suscitaient encore du clivage politique, c'est-à-dire que certains politiques y étaient tout à fait opposés, tandis que d'autres les encourageaient. Malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, il y a une sorte de normalisation et de banalisation qui fait que les politiques prennent de moins en moins position contre les renvois forcés. Et donc au moment de cette campagne en 2007, j'ai entendu parler pour la première fois à la radio de cette association malienne des expulsés par la voix de son secrétaire général de l'époque, Mahamadou Keïta, qui est aujourd'hui décédé, qui se rendait chaque jour à l'aéroport de Bamako-Sénou pour accueillir les migrants expulsés qui revenaient à bord du vol Air France. Donc il allait avec la voiture de l'association chaque soir à l'aéroport s'assurer de la présence, parfois de la non-présence, d'expulsés à bord du vol Air France, et il les abordait. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il les abordait comme un frère expulsé. Lui-même ayant été expulsé de France et s'étant engagé dans le militantisme à la suite de son expulsion pour essayer de créer de l'entraide, d'assister ceux qui, comme lui, revenaient chaque soir. Et il me semble que la très grande force et la très grande originalité de l'association malienne des expulsés, qui est maintenant une association ancienne, puisqu'elle a été créée en 1996 à Bamako, c'était ce principe de l'auto-organisation, que ce soit les migrants ayant été eux-mêmes frappés de plein fouet par ces dispositifs de contrôle et d'expulsion, qui décident de prendre les choses en main et d'essayer d'organiser du commun, de s'unir
pour essayer de faire face à ces mesures, à leur dureté. Et quand l'association s'est créée en 1996, elle s'est créée aussi par défaut, parce qu'il n'y avait aucune forme de soutien institutionnel, aucune forme d'aide venant de l'État pour assister ces gens qui venaient démunis et sans rien. Et je pense que beaucoup d'entre vous, évidemment, le savent dans cette salle. Être expulsé encore aujourd'hui, c'est dans de très nombreux États africains synonyme d'opprobre. Ça signifie souvent la marginalisation, le rejet dans la communauté d'origine. Donc ça constitue un vrai tabou à la fois social et politique, cette idée de rentrer les mains vides alors qu'on a tant investi dans un voyage. Et du coup, le fait que ces migrants s'associent à Bamako en 1996, c'était une manière de subvertir ce tabou de l'expulsion pour transformer cette honte, cette humiliation en un sujet de mobilisation collective. Et moi, évidemment, ce qui m'a intéressée dans ces recherches, c'était ce point de bascule, cette espèce de transformation entre des sujets qu'on pourrait dire bannis, je ne sais pas si Bréma sera d'accord avec ces termes, ou en tout cas un peu invisibilisés dans leur société d'origine, à des gens qui se mettaient à apparaître dans l'espace public, à intervenir dans le débat public. Et l'association malienne des expulsés, pendant 20 ans, a multiplié les interventions dans les médias, a organisé depuis 2007 presque annuellement des journées de rencontres qui permettent aux expulsés de prendre la parole en public et de raconter ce qui leur est arrivé, qui a permis aussi à ces expulsés de rencontrer des personnalités politiques qui interviennent sur ces questions, des syndicalistes, des membres d'associations des droits humains africaines. Donc voilà, de rassembler des gens autour de cette question de l'expulsion qui permettent de dépasser l'humiliation et la honte que cette situation peut représenter pour en faire en fait un vrai enjeu politique, parce que c'est ça la question, c'est de dire qu'évidemment personne n'est responsable de cette situation à titre individuel, que les individus sont pris dans un système politique global et qu'une manière de se réapproprier ces politiques, c'est d'en parler et de le transformer en une question politique. Et il y a eu notamment de grosses mobilisations lancées en 2008, 2009, puis une nouvelle fois en 2016 avec l'association malienne des expulsés et d'autres collectifs, d'autres associations au Mali, contre ce qu'on appelle les accords de réadmission, pour empêcher que le Mali ne formalise, ne signe un accord avec la France ou avec l'Europe qui facilite encore l'impression des laissez-passer consulaires qui sont le prérequis pour mettre en œuvre une expulsion. Voilà. Donc moi, quand j'ai commencé à aller au Mali, c'était en 2007 pour rencontrer les membres de cette association. J'ai compris qu'il en existait d'autres qui se sont créés dans son sillage. Je pense notamment à la RACEM, l'association des refoulés d'Afrique centrale au Mali, la RTD, l'association Retour Travail et Dignité, des associations qui ont été créées dans le nord à Kidal, à Gao, d'Irebein, la Maison du Migrant qui est une structure d'accueil dans le nord du Mali qui existe toujours aujourd'hui. Et donc ce qui était intéressant, c'est de constater que ce qui constitue pour nous le point aveugle
des politiques d'expulsion, c'est-à-dire que finalement, les étrangers, ils occupent une place centrale dans le débat politique national, et puis une fois qu'ils sont renvoyés, c'est comme s'ils disparaissaient, quoi. On n'en entend plus jamais parler, et ils disparaissent littéralement du débat public. Donc c'était assez frappant d'observer que dans cette phase dont on parle pratiquement jamais, c'est-à-dire après, quand les gens rentrent dans leur pays, non seulement il se passait des choses, mais que tout un champ social et politique s'organisait à travers ces associations pour à la fois accueillir, loger des gens qui n'ont plus nulle part où aller, soigner, donner des soins à la fois médicaux et psychologiques pour des gens évidemment qui sont parfois gravement malades, en rupture de soins, également très traumatisés par ce qui leur est arrivé, fournir aussi une aide juridique. Je pense, alors même si c'est très compliqué à mettre en œuvre, il y a certains cas où les dossiers quand même finissent par être couronnés de succès. Je pense notamment au cas de ceux qui sont séparés des membres de leur famille restés en France. Donc voilà, toutes ces mesures qui permettent de soulager un tout petit peu la dureté et l'épreuve de ces retours. Et puis il y a une autre dimension qui me paraît très importante dans l'action qu'a menée l'Association malienne des expulsés depuis 1996, qui est de développer une critique depuis l'Afrique de ces politiques migratoires. Et cette critique, elle vise non seulement, bien sûr, les pays qui expulsent, mais elle vise aussi à interpeller les gouvernements des États africains dont l'Association malienne des expulsés considère qu'ils sont d'une certaine manière complices de ces politiques en s'aliénant, en se soumettant aux dictates notamment de l'Europe, d'organisations telles que l'Organisation internationale pour les migrations, avec cette idée que finalement les États africains non seulement collaborent à cette politique qui frappe de plein fouet leurs ressortissants, mais que voilà, il manque à leurs devoirs primordiaux de protection vis-à-vis de ces nationaux. Et je trouve que les accords de réadmission en sont un excellent exemple, parce que qu'il y ait des mobilisations importantes dans les pays d'origine des migrants pour que les États d'origine ne signent pas ces accords, c'est une manière de mettre la pression sur les États africains en leur montrant qu'ils ont une énorme part de responsabilité dans la réalisation de ces politiques. Ce que j'ai découvert quand je me suis rendue au Mali pour la première fois en 2007, c'est que il y avait, que les expulsions en fait elles étaient protéiformes. Il y a celles qui sont très médiatisées, qu'on connaît tous, c'est-à-dire les expulsions à bord des vols commerciaux, parfois à bord de vols collectifs, de vols charters. Mais il y avait aussi un aspect beaucoup plus méconnu, qui sont les expulsions collectives par voie terrestre, qui ont lieu depuis les pays limitrophes que sont l'Algérie, la Mauritanie, la Libye. Et j'étais allée dans le nord à 2 reprises, dans les villes de Gao et de Kidal, où là c'est vrai que j'ai vu des gens qui avaient été expulsés d'Algérie, qui avaient fait depuis Tamanrasset au sud de l'Algérie
un voyage de 3 jours évidemment harassant dans le Sahara, avec pour seule ration un pain pour 4 personnes et un bidon de lait pour 4 personnes. Certains mouraient sur le chemin. Ceux qui arrivaient étaient pour la plupart exsangues. Beaucoup n'avaient même plus de chaussures. Enfin bon. Voilà, j'ai vu des gens qui non seulement n'avaient plus rien, mais qui étaient dans un état d'épuisement et de destitution vraiment absolue. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait un axe vraiment majeur pour les expulsions dans cette zone. C'était Tamanrasset Tinzaouaten, au nord du Mali. En fait, c'était un phénomène très ancien, même si personne n'en parlait, parce que, d'après ce que j'ai compris, depuis la fin des années 1990, l'Algérie a procédé à ces expulsions collectives de manière très régulière, en abandonnant littéralement les gens en plein désert et en les livrant à des situations de survie, vraiment. Et je vous parlais tout à l'heure de réorganisation collective après l'expulsion. Et si les associations formées à Bamako en sont évidemment un bon exemple, il était presque encore plus frappant et impressionnant de voir qu'au beau milieu du Sahara, à cette frontière algéro-malienne à Tinzaouaten, des groupes aussi s'étaient organisés, alors qu'ils n'avaient pas un statut formel d'association, mais ceux qui arrivaient par ces convois de la police algérienne s'étaient regroupés par micro-communautés nationales, c'est-à-dire qu'il y avait les Maliens qui créaient ce qu'ils appelaient leur ghetto avec leur chef, les Nigériens faisaient de même, les Camerounais, les Guinéens, et chaque micro-groupe, chaque micro-communauté comme ça, au terme de l'expulsion, inventait ses propres règles collectives pour pouvoir simplement survivre dans le désert et paradoxalement, pour certains, continuer l'aventure. C'est-à-dire que certains restaient à cette zone frontière en dépit d'une, voire de plusieurs expulsions, dans l'espoir de se refaire un peu et de retenter le passage vers l'Algérie. Donc, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire quand on parle de politique de retour, l'expulsion n'est très souvent pas du tout la fin du voyage. C'est juste une séquence, une étape. Les gens sont expulsés une fois et s'ils ont encore assez de force, ils essayent à tout prix de repartir. Et puis d'autres qui n'avaient plus rien, qui étaient extrêmement fatigués, eux prenaient le chemin du retour. Et il y avait toute une constellation comme ça de lieux dans la région nord du Mali, les ghettos de la zone frontière à Tinzaouaten, les foyers créés par d'anciens expulsés à Kidal, à Gao. Il y avait aussi la mission catholique qui venait en aide et qui recevait beaucoup d'expulsés. Puis il y avait aussi des foyers. Donc il y avait comme ça toute une géographie de lieux qui marquaient comme ça, qui scandaient les parcours post-expulsion. Ce que je vous raconte là date d'il y a plus de 10 ans maintenant, 12 ans. Donc évidemment, le paysage a un petit peu changé. Entre-temps, évidemment, il y a eu la guerre, ce qui fait que le flux des expulsions depuis l'Algérie par Tinzaouaten c'est un peu tari. Je sais que maintenant les Algériens renvoient les migrants plutôt dans une ville comme N'Khalil, qui est également au nord du Mali. Mais il y a une autre zone maintenant dans le Sahara qui est un enjeu stratégique pour l'Union européenne et pour l'Organisation internationale pour les migrations, c'est le Niger.
qui est vraiment devenu une sorte d'État sous-traitant, on peut le dire, de la politique européenne. L'Organisation internationale pour les migrations a installé un centre à Agadez, à la fois pour recevoir ceux qui sont expulsés vers le Niger, mais aussi pour traiter en amont les éventuels demandeurs d'asile, avec cette idée de stopper les flux de population dès leur départ, ou en tout cas au moment de leur traversée. Et ce qu'on voit en fait se déployer, si ce n'était pas déjà le cas finalement il y a 1 ou 2 décennies, mais de manière plus discrète, ce qu'on voit se déployer dans la région comme ça, Sahara-Sahel, c'est une vraie logistique de contrôle, de surveillance de la mobilité des populations migrantes, d'expulsion. Et l'enjeu étant de tarir, de filtrer au maximum les flux pour que ces gens ne parviennent pas en Europe. Et puis, une autre dimension très importante, évidemment, pour l'Europe et l'Organisation internationale pour les migrations, c'est de dissuader, de décourager les départs. Donc, il y a des campagnes qui sont menées, mais ça fait plus de 10 ans au Mali, de sensibilisation au danger de la migration clandestine, avec cette espèce d'idée, selon moi, assez illusoire, que on va pouvoir empêcher les jeunes de partir, les dissuader, et aussi de fixer les gens une fois qu'ils sont revenus. C'est-à-dire de faire en sorte que quand ils ont été expulsés, ils ne soient pas tentés de repartir. Donc il y a un grand comme ça projet qui d'ailleurs n'est pas du tout propre aux relations entre Europe et Afrique. On observe exactement les mêmes mécanismes, par exemple entre les États-Unis et le Mexique, ou bien en Australie, c'est-à-dire d'expulser les populations déjà présentes et de contenir celles qui voudraient migrer. Et alors, il se trouve que moi, je travaille là-dessus, mais c'est vrai que ce qui m'a semblé très important, symboliquement en tout cas, c'était que ce soit les migrants eux-mêmes, et en particulier ceux qui ont été expulsés, donc qui ont été le plus violemment frappés par ces dispositifs, qui se réapproprient quelque chose de cette condition et qui soient susceptibles de devenir eux-mêmes des acteurs dans les débats politiques sur ces questions, parce que il me semble que très souvent, peut-être trop souvent, ce champ de la migration est confisqué par des pratiques politiques bien sûr, mais aussi humanitaires, d'ONG, d'associations qui finalement représentent peu ou mal les intérêts des migrants eux-mêmes. Et que donc, mais ça c'est évidemment mon avis et vous pouvez tout à fait être en désaccord, il me semble que ce qui est important, c'est que ce soit les gens concernés qui émergent et s'imposent comme de véritables acteurs, plutôt que d'être sans cesse reconduits, réassignés à des places où ils sont eux-mêmes pris et sujets de décisions politiques ou
de prise en charge humanitaire qui finalement ne correspondent pas réellement à leur aspiration.